Hey, salut tout le monde. Bon, troisième épisode de mon balado Parlons-en donc, comme vous pouvez le voir dans l'écran là-bas. Je sais pas si vous le voyez. Je suis très excité aujourd'hui parce que, bon, on a parlé avec Manon Leriche avant, on a parlé avec Mme Marois, premier ministre du Québec. Mais là, on s'en va avec les jeunes. J'ai invité 3 jeunes super allumés, des jeunes impliqués en politique, qui ont des postes de prestige dans leur organisation, qui ont été candidats, sont élus. Il y a Rose Lessard, présidente du Forum jeunesse du Bloc québécois, Émile Simard, président de l'aile jeunesse, comment on l'appelle déjà? Comité national des jeunes du pays. Le Comité national des jeunes du PQ. Ça prend toujours quelqu'un de plus intelligent que toi. Et on a Shafika, là, je vais pas me tromper, Vetia Natazarma, qui était candidate au Bloc, à Québec solidaire, qui milite toujours, d'ailleurs chez Québec solidaire. Écoutez, c'est vraiment des jeunes allumés. On va parler de jeunes et indépendants, jeunes et engagement politique, de tout ce qui concerne les jeunes, en fait, par rapport à la politique. Fait que ça va être super bon. Je vous le dis parce que je l'ai déjà enregistré et ça va être super bon. Fait que restez à l'écoute, partagez-les, envoyez-les à vos amis. Je pense que ce qui va se passer ici dans la prochaine heure, ça vaut vraiment la peine d'être écouté. Salut, gang! Bon, OK. Hey, salut! Salut, gang! Salut! Ça va bien? Ben oui, toi? Oui, très bien. Hey, merci. Je suis super content, en fait, de vous avoir là, les 3, pour mon balado, mon 3e balado, en fait, sur le thème de les jeunes, l'indépendance, l'engagement politique. Puis là, je parle aux gens, là, j'ai la chance d'avoir 3 personnes vraiment engagées politiquement au Québec, ce qui est quand même pas si fréquent que ça. Je suis quand même un peu touché et ému que vous ayez accepté de participer à mon balado. Alors, en fait, on va commencer par vous présenter. Alors, j'ai ici, à ma gauche, Shafika Vetia Natazarma, enseignante candidate pour le Bloc dans Rosemont et Québec solidaire dans Marie-Victorin en 2022. Mais, Shafika, parle-moi un peu de toi, là. D'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, à part la politique, mettons? Dans le fond, je suis aussi étudiante en didactique des mathématiques à la maîtrise. Puis, depuis tout récemment, je suis aussi une enseignante non légalement qualifiée en mathématiques. Donc, c'est ça que je fais quand je suis en campagne électorale. Intéressant. J'ai ici, en face de moi, Émile Simard, qui est président du Conseil jeunesse du Parti québécois. En fait, on l'appelle le Conseil national des jeunes du Parti québécois. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Émile, à part faire de la politique? Je suis étudiant aussi, moi, en enseignement de l'histoire au secondaire. En ce moment, je fais de la suppléance. J'ai pas encore fini mon bac, il me reste encore 2 ans. Sinon, ce que je fais, mon Dieu, c'est sûr, ça occupe beaucoup de mon temps en ce moment, mais quoique la politique en prend beaucoup aussi, mais tu sais, c'est une passion, puis je le fais parce que j'aime ça, parce que j'ai la passion pour le Québec. Fait que c'est un vrai fun. Puis sinon, vous allez l'entendre dans ma voix, mais je viens du Saguenay, puis j'ai été candidat dans Dubuque à la dernière élection. Puis c'est mon coin, puis bon Dieu que j'aime ça, je l'aime ma région. Pas grave, on t'aime pareil, on t'aime pareil. Alors, j'ai aussi Rose Lessard, présidente du Forum jeunesse du Bloc québécois. Alors, toi aussi, Rose, qu'est-ce que tu fais dans la vie quand tu fais pas de la politique? Je suis étudiante à la maîtrise en études internationales à temps plein à l'Université de Montréal. Je me spécialise dans les relations de conflit et de paix. Sinon, j'ai fait mon baccalauréat en sciences politiques, relations internationales et études féministes. Puis sinon, moi aussi, ça occupe pas mal la majorité de mon temps, mais j'aime beaucoup la musique. Je joue du saxophone et de la guitare, donc quand j'ai des temps libres, c'est ce que je fais. Moi, je trouve ça impressionnant parce que, tu sais, j'ai 3 bols avec moi en ce moment, des gens qui ont des études puis qui s'intéressent à la politique. Tu sais, des fois, on pense souvent que, je sais pas, il y a comme une image que les jeunes qui s'intéressent à la politique, ils n'ont pas de vie ou je sais pas trop quoi. Non, mais c'est tellement ça qu'on a dit. On n'a pas le temps de faire d'autres choses. Je trouve que vous avez pas mal une vie en dehors de la politique, puis je trouve ça vraiment beau. Tu sais, moi, ça me touche particulièrement de voir des... Tu sais, moi, je suis engagé pour l'indépendance, vous le savez, ça fait longtemps, ça fait 40 ans, puis j'étais content de faire ce balado-là, puis de vous avoir, que vous ayez accepté de venir, parce que ça me touche, moi, d'avoir des jeunes qui prennent le flambeau de la question de l'indépendance. Puis c'était ça que j'avais envie qu'on parle aujourd'hui. Qu'est-ce que... En fait, vous êtes tous les 3 indépendantistes. OK. Pourquoi vous êtes indépendantistes, en fait?
qu'est-ce qui fait que vous militez pas au Parti conservateur du Canada ou au Parti libéral ou pire au PCC? Je sais pas, moi. Pourquoi vous êtes dans un parti qui prône l'indépendance du Québec? N'importe qui veut y aller? Ouais, je peux y aller. Vas-y, en fait, vas-y. Moi, en fait, c'est un peu la raison pourquoi je me suis en allé en enseignement de l'histoire pour mon bac. Moi, ma fibre indépendantiste, ce sentiment nationaliste-là, il a été développé dans mes cours d'histoire au secondaire. Puis je pense que c'est là que il y en a beaucoup, ça se développe quand tu te rends compte que sur 400 ans d'histoire, ou même sur bien plus longtemps, qu'on s'est toujours fait avoir par les Anglais, qu'on a toujours, on n'a jamais réussi à aller chercher le maximum de pouvoir, qu'on a toujours été à solde d'une autre élite. On dirait, moi, cette injustice-là, c'est toujours venu me chercher puis de me dire, Colin, il y a un combat qu'on n'a jamais fini puis qu'il faut mettre à terme. Faut arriver à cette indépendance-là. Puis c'est vraiment là que c'est venu me chercher. Puis sur une autre veine plus personnelle, tu sais, je viens d'une famille indépendantiste, le sentiment national, il est fort encore en région. Puis chez nous, dans ma famille, mes parents, c'était pas des militants, mais c'est des souverainistes. Puis à force de m'intéresser à l'actualité, puis de m'intéresser à tout ce qui se passait dans le milieu politique, j'ai compris que, OK, ben... C'est ça qui se passe, il y a un destin qu'on a atteint. Fait que c'est comme une amalgame de tout ça qui a fait que j'ai décidé d'embarquer là-dedans, là, puis au fond. OK. C'est assez fort, en fait, ce que tu viens de dire, c'est assez fort, parce que, tu sais, il y a des gens qui pourraient partager ton sentiment, mais, OK, moi, je vais rester chez nous, ou, je vais aller jouer au hockey la fin de semaine, puis je vais sortir avec mes chums le vendredi, mais toi, tu mets du temps pour ça. C'est assez fort. Ah, ouais. Tu as envie de mettre du temps là-dedans. Ah oui, au bout. Puis, tu sais, c'est plus grand que nous, on dirait. Puis, tu sais, j'imagine que c'est ça pour vous autres aussi. Tu sais, on dirait que on dirait que c'est une mission, c'est une vocation. On dirait qu'on n'a pas le choix d'aller au bout de tout ça. Puis, tant que ça sera pas fait, ben moi, je vais être là, je vais le continuer. Peu importe les sondages, peu importe les intentions de vote, parce que c'est une cause, tu sais, puis une cause, ça a pas de limite, ça a pas de rien, fait que jusqu'au bout. Ce que je trouve aussi très beau dans ce que tu dis, Émile, c'est que tu as vraiment ce sentiment, non seulement toi, tu partages cette passion, mais tu as aussi le désir de le partager avec tes élèves. Puis cette expérience, plutôt aussi, Denis soulignait qu'on était impliqués, qu'on avait peut-être ou pas une vie, mais je pense que cette vie qu'on développe en dehors aussi, que ce soit à travers nos études, nos engagements, ça nous donne aussi une perspective plus politique pour nourrir nos intérêts politiques aussi. Moi, par exemple, ce qui m'a rendu indépendantiste, si on veut, c'était vraiment au secondaire. J'avais mes cours d'histoire. Désolée, moi, j'aurais pas mal fait une sieste dans ton cours. J'aimais pas ça. T'aimais pas les cours d'histoire? Ça me parlait pas. Okay. Puis c'est quand même étonnant de savoir que là, je m'implique en politique, puis il faut quand même que je connaisse mon histoire pour connaître les moments importants. Mais moi, ça a été vraiment difficile parce que ça me parlait pas. La manière que ça a été enseigné, c'était... Tu sais, je voyais que c'était important dans l'histoire du Québec, mais moi, ça me rejoignait pas. Mais j'avais un ami à l'époque, qui est d'ailleurs toujours mon ami, mais que lui était vraiment indépendantiste. Un peu comme toi, il a grandi dans une famille indépendantiste. Puis moi, on dirait que ça me parlait pas parce que je le vivais pas, je le sentais pas, je l'ai pas vécu, le 95, je l'ai pas vécu, quoi que ce soit. Ma famille l'a pas vécu. Puis c'est... Plus que je grandissais, plus que je réalisais que si je prends pas le temps de m'intéresser à ce que le Québec est, c'est quoi son héritage, son patrimoine, son histoire, ben moi, je vais jamais me sentir québécoise. Fait que c'est en me concentrant sur l'histoire, que ce soit à travers l'application, les discussions, que là, j'étais comme, OK, mais ça me parle au bout, là, de protéger la langue, de protéger la culture, de partager ça avec les autres. Puis depuis, justement, ce parcours d'engagement, quand je me suis dit, OK, je suis indépendantiste, j'ai aussi réalisé qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes comme moi, si on veut, là, que des parents viennent du Sri Lanka ou des indépendantistes avec des origines diverses, si on veut. Puis ça aussi, ça a été beaucoup un moteur d'engagement. On peut être indépendantiste puis avoir des origines d'ailleurs aussi. Puis à travers mes engagements, j'ai eu la chance de donner des conférences, mettons, dans des cégeps un peu plus multiethniques, si on peut dire, mettons, le Collège Vanier. Puis j'avais des étudiants qui me confrontaient, qui me disaient comment tu peux être indépendantiste puis soutenir la loi 96, la loi 101. Puis je réalisais à quel point c'était vraiment une méconnaissance. On n'arrivait pas à aller rejoindre cette partie-là de la population. Puis je pense à, mettons, mes parents qu'ils ont voté non en 95. Puis quand je leur ai posé la question, ils étaient comme, ben, ça ne nous concerne pas. Je vois pas pourquoi je me séparerais. Moi, ils sont au Québec, mais c'est le Canada qui m'ont accueilli. Fait que toute cette perception-là fait en sorte qu'il y a vraiment une sensibilisation, une éducation à faire pour aller chercher cette population-là. Parce qu'on a plus de choses en commun qu'on le pense. Oui.
Puis justement... Mais là, t'es vraiment dans un grand thème, Shafika, là. Ouais. J'ai pensé entendre Rose avant, mais je te retiens parce qu'on va y revenir là-dessus. Parce que c'est vraiment important, là. Comment c'est un des grands enjeux. Moi, ça me touche profondément parce que il faut qu'on parle aux gens des communautés culturelles. Il faut qu'on... Tu sais, comment je dirais ça? T'es allé vers une première piste de solution. Il faut vraiment leur expliquer c'est quoi notre... Toi, il y a quelqu'un qui t'a l'expliqué, puis t'as compris, t'as fait, ben oui, c'est naturel. Mais pour le moment, on dirait que le message ne se rend pas, ou il se rend d'une façon qui ne rend pas justice à c'est quoi notre combat, c'est quoi notre lutte, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Mais on va y revenir. Rose, pourquoi t'es là? Pourquoi tu passes pas tes fins de semaine à sortir, à faire du magasinage? Pourquoi tu veux faire l'indépendance du Québec? C'est ça qu'on fait, les jeunes. Exactement. Je sais pas, là. Je pense clairement que le Québec a clairement le potentiel de devenir indépendant. Puis, tu sais, je pense que c'est Jésus qui disait qu'il faut sortir comme à un moment donné, t'es enfant, puis t'es dépendant de tes parents, puis à un moment donné, il faut prendre son envol puis sortir de la maison de ses parents parce qu'on a tout le potentiel. Puis je pense que c'est un peu ça pour le Québec. En plus, t'en as parlé, le côté historique, culturel, langue, on a pas du tout la même histoire que le Canada. On n'a pas du tout la même culture que le Canada. Si on voit ce qui se passe dans l'Ouest avec le pétrole, c'est pas du tout les valeurs québécoises. La langue, bon, on peut en parler? On est dans un océan anglophone, donc c'est de prendre les mesures pour qu'un jour on puisse se représenter en tant que Québec autour de la table de l'ONU puis prendre nos décisions pour nous-mêmes. C'est un peu pour ça. Puis sinon, d'un côté plus personnel aussi, moi aussi, je suis née dans le berceau indépendantiste, là. Je dis toujours que ma première campagne électorale, je l'ai faite à 1 an dans une poussette. C'est même pas une blague. Là. J'avais 4 ans et j'écoutais les périodes de questions en haut, là, dans l'espace observateur. Donc, à un moment donné, j'ai décroché. Là, je me suis posé des réelles questions, mais le militantisme, je pense qu'une fois que tu y goûtes, c'est difficile de s'en départir. Donc. OK. Ça, c'est très bon. Vous êtes super intéressant. Pourquoi vous n'êtes pas des millions comme vous autres? Qu'est-ce que vous avez de spécial, vous autres? Comment on fait d'abord pour... c'est qu'il y a comme 2 questions là-dedans. Pourquoi les jeunes ne s'engagent pas plus en politique? Est-ce que c'est vrai d'abord qu'ils ne s'engagent pas? Est-ce que c'est vrai qu'ils ne s'engagent pas? Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez, vous autres? Non, je pense que des fois, il y a une certaine difficulté de la classe politique de parler aux jeunes puis de comprendre les intérêts des jeunes. Tu sais, des fois, il y a des sujets qui sont mis de l'avant puis c'est pas nécessairement les sujets qui intéressent les jeunes. Tu sais, je pense, admettons, j'ai regardé puis Radio-Canada Journal de Montréal, il sort à chaque année, c'est quoi les priorités des jeunes. Je pense... Tu sais, de un, la précarité financière, fait qu'on peut penser à la création d'emplois, de stages pour les étudiants, les mesures pour les Autochtones, les enjeux sociaux, en général, ça touche grandement les jeunes. L'égalité des genres, c'est quelque chose qui représente 45% des jeunes. L'environnement, on peut en parler. Tu veux dire qui les touche? Qui les touche, 45% des jeunes. L'environnement, c'est presque 50% des jeunes qui ont mentionné que c'est leur priorité numéro 1. Fait que c'est sûr que si la classe politique parle de sujets qui intéressent les jeunes, les jeunes vont être obligés d'écouter. Mais des fois, il y a une certaine déconnexion de sujets qui peuvent peut-être sembler plus loin qu'eux ou qui les touchent pas dans leur quotidien, ce qui fait qu'ils écoutent moins, ils ont moins l'oreille tendue. Fait que c'est vraiment d'aller parler aux jeunes. OK. Parce que là, vous avez parlé beaucoup d'enjeux de langue et de culture québécoise, la protection de la langue. Il y a l'environnement aussi. Oui, je sais. Non, mais attends, juste ça. Parce que les jeunes, ça les touche pas, la langue? Parce que les jeunes, ça les touche pas, la langue? Je pense que de moins en moins, les gens sont confrontés à ça, du fait que, tu sais, on l'a vu avec la fermeture de VRAC, qui est du contenu francophone jeune. Tu sais, de moins en moins, les jeunes sont portés à écouter de la culture québécoise. L'américanisation est beaucoup présente, le contenu sur Netflix et compagnie. Fait qu'on dirait que le monde n'a plus cette passion-là. On dirait qu'est-ce qu'il y avait pour la langue, ce qui est excessivement triste, tu sais. Fait que je pense que le monde, on dirait, sont comme moins confrontés à ce déclin-là. Puis vu que le déclin est beaucoup observable dans la grande région de Montréal, il y a beaucoup de gens qui... quand on parle du déclin du français, c'est abstrait, mais viens passer une fin de semaine à Montréal, puis va-t'en dans un commerce, puis tu vas en être conscient. Puis je pense que ça frappe beaucoup de gens au moment où tu es confronté directement. Mais quand tu vois ça d'un œil extérieur, puis pour travailler avec des jeunes... c'est compliqué le français, c'est tellement plus compliqué que l'anglais, ou ça serait moins compliqué si on parlait toute la même langue. Il y a tout cet enjeu-là, on dirait, de citoyen du monde, ça serait tellement plus beau s'il n'y avait pas de frontières, puis tout le monde parlait la même affaire, mais tu sais, c'est ça, vous l'entendez, ça? Les jeunes disent ça? Moi aussi, je l'entends souvent, là, cette affaire-là, mais plus jeune que nous, j'ai l'impression, puis peut-être que je me trompe, mais on dirait que rendu à notre âge, il y a comme peut-être plus une conscientisation aux enjeux plus de culture, mais plus au secondaire, tu sais,
j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est fréquent. Mais tu l'as dit, puis vrai que ça a vraiment été une mobilisation. Mais moi, j'ai habité toute ma vie, dans le fond, sur la rive sud de Montréal. Puis, tu sais, la musique qui était à la mode, que les gens écoutaient, c'était de la musique anglophone. Les émissions, c'était des émissions anglophones. Puis, je sais pas vous, mais moi, depuis que je suis arrivée à Montréal, la scène culturelle francophone, elle est riche. J'en entends parler. Les gens me proposent des chansons. Les espèces de musique de l'heure, c'est tous des chansons francophones. Donc, je sais pas, cette espèce de clash on est tellement entourés. Tu sais, moi, je m'en vais acheter ma pinte de lait au dépanneur d'Avoine. Puis ça parle en anglais. Fait que je sais pas si c'est cette conscientisation de dire, écoute, c'est tellement anglophone que moi, dans mon téléphone, je vais écouter de la musique francophone. Je sais pas. Mais je vois vraiment, je sais pas vous, là, comment vous l'analysez. Mais je pense aussi il y a un accès à la culture qui est un peu plus difficile à Montréal. On est vraiment chanceux d'avoir, tu sais, mettons, les Franco. Il y a plein d'événements culturels qui mettent de l'avant la culture plus francophone. Mais, tu sais, le théâtre, le cinéma québécois, il y a différents la littérature. Domaines, oui, la littérature québécoise. Tu sais, c'est de plus ou moins consommé ou c'est moins mis de l'avant. Donc, il y a toute une réflexion à avoir entourant de ça, mais je pense que les médias sociaux aussi, inévitablement, ont tout un rôle là-dessus. Donc, je pense que c'est une question qu'on se pose un peu collectivement pour savoir comment est-ce qu'on peut réintéresser ces jeunes-là. Mais je pense qu'on a tous, en tant que acteurs sociaux, une influence là-dessus. Mais les entreprises, les écoles, les personnes qui croisent la route des jeunes aussi, inévitablement, ont quelque chose à faire là-dedans, si on veut. Là. Donc, je pense que collectivement, on a une réflexion à se poser sur ce sujet-là parce qu'on a tout ce qu'il faut pour pouvoir promouvoir ça. Mais il y a aussi, je ne sais pas si vous avez écouté, il y a un balado qui a été lancé sur audio, là, Jérôme 50, qui avait parlé des jeunes, comment ils perçoivent la langue française. Puis il va justement dans différents quartiers, sur différents contextes pour essayer de voir c'est quoi qui fait en sorte qu'ils embarquent ou pas par rapport à leur attachement à la langue française. Donc, je vous invite à écouter ça. Ça donne vraiment ça nous donne un bon portrait de la situation, puis ça nous permet de mieux comprendre cette réalité-là de la génération un peu plus jeune que nous pour savoir c'est quoi leur attachement par rapport à la langue aussi. Là. Donc, je pense aussi, en ayant des conversations avec eux, on comprend mieux pourquoi ou non ils embarquent ou pas, puis qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour les encourager à embarquer. Oui, c'est sûr que la disponibilité du contenu francophone sur les plateformes, c'est majeur. À Ottawa, on a travaillé sur un projet de loi, le projet de loi C11, là, puis là, les conservateurs l'ont contesté, mais c'est sûr qu'il y avait là-dedans un potentiel pour que il y ait de la découvrabilité sur les plateformes, que les gens ne se fassent pas juste sauter d'en face du contenu anglophone, ou des youtubeurs anglophones, ou des films anglophones et tout ça. Donc ça, c'est vraiment important. Moi, mon fils, il a 15 ans, puis il est bilingue maintenant en écoutant des youtubeurs américains, parce que c'est à peu près, quand il va sur YouTube, ce qu'il pète d'en face, c'est ça. C'est qu'il a écouté un ou deux youtubeurs américains, puis après ça, on va lui proposer juste ça. C'est sûr qu'il faut venir jouer là-dedans pour faire en sorte qu'il y ait la découvrabilité du contenu. Ça, c'est vraiment important. Les changements climatiques, mettons. Ça, je pense, ça allume beaucoup les jeunes. Est-ce que ça fait... pourtant, tu sais, j'ai le goût de le dire, là, mais Martine Ouellette, elle se présentait dans Jean Talon. Son parti, c'est Climat Québec. Puis elle a fait un lien direct entre genre l'indépendance. Il faut, pour lutter efficacement contre les changements climatiques, ça nous prend l'indépendance. Ce qui est, à mon avis, vrai d'une certaine façon, mais elle a eu quand même juste 1% des voix. Bon, il y a peut-être d'autres raisons. Mais ce que je veux dire, est-ce que c'est vraiment un mobilisateur à ce point-là, chez les jeunes, ça? Ben, ouais, mais moi, je dirais que oui, la plus grande manifestation de l'histoire, on l'a vécu avant la pandémie, puis c'était une manifestation pour l'environnement. C'était quoi, 500 000 jeunes qui étaient dans les rues? Tu sais, c'est incroyable, là, c'est du jamais vu dans l'histoire du Québec au complet. Donc, tu sais, moi, c'est ce que je répète tout le temps partout. Ah, les jeunes, tu sais, il y a cette espèce de phrase-là, sont pas intéressés à la politique et tout et tout. Notre génération, on était 500 000 dans les rues. C'est du jamais vu. C'est pas qu'ils sont pas intéressés à la politique, il faut juste trouver des sujets qui les intéressent. Puis l'environnement, on a eu la preuve que ça en fait partie. Au-delà de ça, ce que je trouve intéressant, justement, le 27 septembre était dans ma tête aussi, mais c'est pas que les politiciens, la politique ne parlent pas d'environnement, c'est juste que les actions sont pas posées assez rapidement pour les jeunes qui ressentent cette urgence d'agir en ce moment. Puis tantôt, tu nous demandais pourquoi on n'est pas des millions comme nous, mais c'est juste que l'engagement politique a changé de forme. On n'est plus rendu uniquement dans les institutions. Dans des partis politiques. Dans des partis politiques Les jeunes aussi. font d'autres choses. Ils jeunes... militent dans des groupes environnementaux, genre? Entre autres, il y a beaucoup de groupes environnementaux. On pense à notamment la SEV qui, je pense que ça vient un peu de l'UQAM, si je ne me trompe pas. C'est quoi la SEV, excuse-moi, là? Dans le fond, je me rappelle plus des lettres exactes, mais c'est un groupe environnemental avec des jeunes...
des étudiants universitaires. C'est eux qui sont notamment derrière la manifestation du 27 septembre, là, avec l'arrivée de Greta et tout. Ils sont un peu partout au Québec, des espèces... Dans le milieu étudiant aussi, ils sont forts. Ouais. Les groupes environnementaux? Ouais, ben la SEV. La Ah, SEV, la c'est SEV, comme ok, un la groupe SEV, environnemental d'étudiants. Fait OK. que donc, ils ont beaucoup- Universitaire, cégep? Les deux. Universitaire, cégep, les Ouais. deux. OK. Je pense que ça a pris naissance universitaire, mais après, il y a aussi un peu plus de cégep. Donc, des groupes comme ça, ils démontrent leur action politique de manière différente. Donc, c'est pas que la politique ne les intéresse pas, mais pour eux, ils trouvent que c'est trop lent. Les institutions, en ce moment, comment ça se passe. Donc, ils ont tracé leur propre chemin. Donc, j'ai l'impression que, en tant que réflexion, puis c'est ça que j'aimerais ça entendre nos collègues là-dessus, on a chacun à peu près des instants jeunesse. Moi, j'aime bien dire que chez QS, on n'en a pas parce qu'on est jeune. Mais, mais comment est-ce que vous voyez votre rôle en tant que jeune à la tête de si on veut, d'organisation jeunesse dans vos partis politiques? Comment vous vous sentez quand vous avez des collègues, justement, qui militent pour les mêmes causes que vous, autrement? Ben, moi, je trouve ça intéressant, ça. Puis, tu sais, c'est pas une mauvaise affaire de voir que, justement, c'est ça, il y a du monde qui milite un peu partout. Puis, c'est là la différence, effectivement, qu'on voit avec peut-être les précédentes décennies. Mais, tu sais, l'histoire, c'est que le militantisme, on dirait que c'est gris. Tu sais, tu parles du militantisme, ça a l'air gris, ça a l'air brun, ça a pas l'air plaisant. Aïe, aïe. Vite de même, tu sais. Militer pour un parti politique, c'est ça, c'est lent. Tu regardes la politique, c'est plus âgé, dans le sens que, tu sais, du monde comme nous, il y en a pas beaucoup. Puis, tu sais, moi, une des choses qui m'a inspiré, puis que j'ai décidé de prendre ma carte de membre, j'ai décidé de m'impliquer activement, c'est en voyant des jeunes, notamment candidats à l'élection 2018, puis j'étais là, OK, mais il y en a des jeunes, puis là, à les suivre sur les plateformes, sur les médias sociaux, faire comme, OK, mais c'est ben trop hot ce que ce monde-là, ils font. C'est inspirant, puis je voyais, il y a un sondage léger qui est sorti, en tout cas, qui faisait comme, je sais pas si c'est le même que tu parlais tantôt, mais en tout cas, qui parlait comme des priorités des jeunes, puis il y avait comme un aspect politique aussi. Et pourquoi un jeune s'implique en politique? Le résultat qui était comme le plus haut, c'est parce qu'il connaissait du monde qui était impliqué en politique. Ah ouais. C'est ça qui attire le monde. Quand tu es capable d'avoir une gang puis de se développer, puis je pense que ça, FJBQ, vous avez été fort quand même là-dessus, montrer que vous aviez une chimie puis que c'était le fun de militer. Puis moi, en tout cas, c'est quelque chose que je veux beaucoup amener au PQ aussi. Puis je pense qu'on a su le montrer pendant la partielle aussi. Sur 700 bénévoles, on avait le tiers que c'était des jeunes. On a montré une grande mobilisation. Puis le monde avait le goût de partir de l'Abitibi pour venir militer avec nous autres dans Jean Talon. Fait que c'est principalement ça, en mettant en valeur le fait qu'on est des jeunes au PQ. Bien, je pense dans nos différentes ailes jeunesse, mais en tout cas, montrer qu'on est présent, puis qu'on batte un peu ce cynisme-là, puis c'est pour ça que je suis content d'être là aujourd'hui, puis qu'on puisse représenter nos différentes ailes jeunesse. Parce que, mon Dieu, tu suis la politique, puis tu vois ça, on a souvent la caricature de regarder la période de questions, puis ça se tape dessus. Puis c'est sûr que les médias ne reprennent pas nécessairement les bons coups quand on travaille en collaboration. Ils ont plus tendance à y aller quand on y va de confrontation, puis il y a du déchirement, puis de la chicane. Mais ça fait en sorte que le monde, ce qu'ils retiennent, c'est « Mon Dieu, c'est pas facile la politique. Mon Dieu, c'est plate. » Tout ce qu'ils font, c'est chicaner, puis ça avance pas. Puis moi, je veux contrer ce cynisme-là, puis je pense que c'est notre devoir en tant que jeunes pour que notre génération s'intéresse à la politique puis qu'elle aille voter. Mais je pense, tu l'as bien dit, il faut pas oublier, il faut rendre la politique accessible. Puis des fois, c'est quelque chose qui peut sembler tellement loin du monde. Juste le langage utilisé. Au Québec, là, le taux d'alphabétisme, je pense que ça frôle les 50%. Là. C'est pas chez les jeunes, mais en général, et c'est très, très, très élevé. Puis quand on parle justement de la période de questions, des fois, il y a des termes tellement compliqués qui sont utilisés que tu dis, tu sais, il faut avoir eu le capital, genre, éducatif, universitaire pour être capable de les comprendre. Puis c'est pas l'entièreté de la population du Québec. Fait que c'est peut-être cette accessibilité-là aussi, puis c'est ce que au FJBQ, j'ai essayé de faire, de rendre ça accessible, d'aller parler des sujets qui les concernent, de faire une espèce de grosse famille, de comme, venez-vous-en dans la gang. Mais c'est sûr que, justement, à cause que la politique semble pas très accessible, des fois, c'est tellement loin. Puis je parle à des amis qui sont pas impliqués en politique, ils sont comme « Ah, j'aimerais ça avoir un drapeau du Québec. » « Ah, ben, tu sais que tu peux parler à ton député. »« Ah ouais? » Tu sais, je peux envoyer un courriel à mon bureau député. Puis je suis comme « Ben oui, ils sont là pour vous. »« Ah oui, ça, c'est des gens qui travaillent pour nous. » Puis il y a cette espèce de connaissance-là qui est pas là. Cette accessibilité-là qui est pas là. Fait que là, quand on leur dit « Viens t'impliquer », avec des gens qui sont, ben ma foi, qui peuvent sembler loin, qui peuvent sembler intimidants. C'est la première fois que tu rencontres un député, ça peut sembler intimidant. Après ça, moi, je suis pas les chefs de tout parti encore plus. Excuse-moi. Fait que c'est ça, c'est d'un peu descendre tout ça, puis de parler avec des vrais mots, de parler à tout le monde. Mais ça, c'est drôle ce que tu dis, parce que moi, j'ai mon beau-père, en fait, le nouveau copain de ma belle-mère. C'est un prof d'université. Il a enseigné à l'Université de Sherbrooke en génie.
il était à la retraite, il y a presque 80, puis il me disait quelque chose d'assez intéressant. Il disait qu'il n'y a aucune commune mesure. Lui, il a pris sa retraite il y a peut-être 10 ans. Donc, il a fini d'enseigner peut-être en 2012. Là. Il avait commencé en 72. Là. Puis il disait qu'il n'y avait aucune commune mesure entre les étudiants qu'il avait devant lui en 72 puis ceux en 2012. Il était beaucoup plus allumé, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus informé, beaucoup plus... Tu sais, c'était vraiment... Pour lui, c'était le jour et la nuit. Alors donc, on peut penser que 10 ans plus tard, c'est encore ça. Tu me parles de jeunes qui peuvent pas comprendre une paire de questions. Bon, il faut s'y intéresser. C'est quand même un peu ardu, une paire de questions. Là. Mais quand même, ça reste... Pour moi, qui est député, que je joue à la paire de questions, honnêtement, c'est pas le moment le plus transcendant de tout ce qu'on fait en politique. Là. C'est vraiment le moment le plus partisan, le plus pointu, le plus clivant, alors que souvent, on est dans des comités où on discute. Ben oui. Il y a d'autres aspects qui sont moins bien vus. Puis juste pour les jeunes, la question de... Je pense qu'il y a différents types d'intérêts. Mettons, quand on enseigne nos matières, souvent on a l'impression... Le but, c'est pas de former, mettons, tous des mathématiciens dans notre discipline. Même chose avec la politique. Quand on essaye de passer un message sur la politique, une espèce de cours de citoyenneté, peu importe, le but, c'est pas qu'ils deviennent tous des politiciens, mais qu'ils haïssent pas ça, puis qu'ils comprennent qu'ils peuvent faire des choses là-dessus. Donc, le but, je pense pas que ça devrait être d'essayer d'avoir assez la piqûre pour écouter la période de questions, mais juste ne pas avoir un mépris, une frustration envers la classe politique, d'être capable de comprendre, OK, telle personne propose ça, juste aller lire la plateforme politique, là, ça, c'est beaucoup, mais personne le fait, personne n'est intéressé, puis ça tente personne. Pourtant, les jeunes, que je viens de le dire, ils sont brillants, les jeunes. Vous êtes des bons exemples, mais les jeunes, c'est ça, ils auraient tout ce qu'il faut pour comprendre une plateforme électorale. Pourquoi ils vont pas? Mais je pense l'exemple du genre de ton beau-frère là, qui est en génie. C'est mon beau-père. Beau-père, excusez-moi. Mais tu sais, il est quand même enseignant dans une université en génie. Tu sais, c'est combien de Québécois qui ont un baccalauréat? Là, je pense que c'est 25% environ qui possèdent un bac, si ma mémoire est bonne autour des chiffres. Fait que c'est quand même une certaine classe de jeunes qui possèdent cette intelligence-là, qui se rendent là. Moi, j'ai des amis qui n'ont pas du tout mis le pied à l'université, puis effectivement, parler de plateforme électorale, ils sont comme, est-ce que demain matin, la peine de lait d'avoine, justement, que je vais acheter, elle va être moins chère? Est-ce que, genre, les fruits, non, ben les ça enjeux sert à rien. concrets, ça sert à rien, exactement? la politique. Est-ce que, tu sais, l'éco-anxiété, on peut s'en parler, tous les jeunes en souffrent à différents degrés. Puis est-ce que le politicien que je vais élire demain matin va prendre des mesures concrètes pour l'environnement, que je vais m'en rendre compte concrètement? Non, ben il y a une espèce de détachement. Fait cette espèce de ça, puis... Juste comprendre... les compétences, là, provinciales, fédérales, etc. Oui. Je me rappelle au blog, je faisais du porte-à-porte, puis ça, je vais jamais l'oublier. Là, je cognais à une porte de jeune famille, puis le monsieur était comme... Je vais voter pour toi si t'es capable de mettre un dos d'âne dans ma rue. J'étais comme... Mais c'est ça. C'est parce Ils n'ont que... pas passé à la souffleuse. Mais là, c'est pas Justin Trudeau qui s'est des souffleuses. C'est la mairie, peut-être. Mais, tu sais, c'est juste... Il y a vraiment une méconnaissance juste entourant ces aspects-là. Puis je pense qu'il y a de plus en plus une nouvelle vague de politiciens qui essayent de rassembler ces liens-là entre les institutions puis les personnes. Donc, c'est vraiment plus de savoir comment est-ce qu'on peut réduire l'écart entre ces sujets-là. Comment est-ce qu'on peut réduire l'écart entre les personnes qu'on voit dans les médias, le travail qui est fait, comme tu le mentionnais, les travails en comité et tout, c'est pas accessible pour nous, mais c'est là que ça se passe, la partie intéressante de la chose. C'est là qu'on voit la négociation, c'est là qu'on voit l'espèce de travail derrière le projet de loi qui a été voté ou qui a été adopté ou qui a été amendé. Tout à fait. Donc, plus d'informations. On pourrait faire des campagnes d'information dans les écoles. De vulgarisation. Vulgarisation de la politique. Oui, au bout, parce que, tu sais, la politique, c'est loin, puis avec le tas de divertissement qu'on a aujourd'hui, tu sais, on se ramène en 70, tu sais, dans le sens que... Occupation double, c'était ce qui se passait en politique, dans le sens que, tu sais, ça n'existait pas, puis il était... quand même pas en 70, Emile. Calme-toi, l'occupation double, c'est plus 95, là. Non, mais les téléréalités... Non, mais j'ai senti un petit mépris, là, 70. Là, c'était genre il y a 2000 ans, là. Moi, j'étais né, je suis le seul dans la place qui était né en 70. Quand même, il se passait des belles affaires en 70, OK? Non, mais des très bonnes émissions pour enfants. Non, mais dans le sens que, tu sais, c'était... Le mépris des jeunes, je vais pas me laisser faire. Tu sais, dans le sens que s'il y a... Il y a tellement de façons de se divertir, tout qu'on dirait que ça paraît tellement loin de voir. Surtout, tu sais, quand on vit comme, ben pas au jour le jour, mais tu sais, on fait nos petites affaires, tu sais, au moment où tu collectes un salaire, payes tes impôts, tu sais, il y en a beaucoup que c'est ça. Puis comme tu dis, tu sais, je sais pas s'il y a un sentiment plus individualisme que ce qu'il y avait dans le temps. Tu sais, du monde font comme...
moi, ça m'intéresse pas justement la souveraineté parce que je suis ben même si c'est pour faire en sorte que ça change mon quotidien, ben ça m'intéresse pas. Tu sais, statu quo ou tu sais, je veux pas que ça change rien. Canada, Québec, je m'en fous. Ouais, c'est pareil, je vis ici aujourd'hui, puis j'ai mes enjeux, puis tout. Ouais. Fait que tu sais, c'est ça. Ben oui, il y a beaucoup à informer, puis tu sais, je pense que ça va être important aussi de vulgariser c'est quoi la souveraineté va amener concrètement pour le monde aussi. Tu sais, si on se ramène à ça, tu sais, sur l'indépendance, je pense que ça va être important, tu sais, que le monde comprenne qu'est-ce que ça va leur faire principalement dans leur vie, parce que si tu le dis pas, ben pour eux autres, c'est un projet comme un autre. Là, tu dirais, on s'en va sur l'espace, puis pour eux autres, c'est le même projet. Là, il faut les faire rêver. Tu sais, j'en parlais tantôt, la table à l'ONU. Wow, le Québec va se représenter. Être des leaders mondiaux en environnement, genre sortir écrire d'un une état constitution. Écrire une constitution, choisir qu'est-ce qu'on veut pour notre langue, notre culture, indépendamment de tous. Gérer notre immigration pleinement avec nos valeurs. Tu sais, c'est faire rêver les gens. Puis je pense que c'est important, justement, de vulgariser tout ça puis de leur expliquer comme il faut. Ils sont partie prenante dans tout ça, qui ont un pouvoir décisionnel là-dedans, que c'est pas juste les personnes à qui on donne notre vote une fois aux 4 ans ou peu importe. Oui, puis c'est vrai que, tu sais, à un moment donné, il y avait quelqu'un qui disait, je ne me rappelle plus qui, disait que la politique, si tu t'en occupes pas, elle va s'occuper de toi, puis ça fera peut-être pas ton affaire. Mais ça, on peut dire ça à des jeunes, tu sais, oh, oui, peut-être, mais quelle différence ça va faire, tu sais. Est-ce que ça amène vraiment les gens? Est-ce que ça les... Tu sais, comme on parlait de changement climatique, tu sais. Si les jeunes s'intéressent à la lutte au changement climatique. Moi, je pense de plus en plus... C'était pas un argument pour l'indépendance il y a 25 ans. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ça en est un. On vit dans une pétromonarchie. Selon le FMI, le Canada a investi 50 milliards de dollars aux industries pétrolières en 2022. C'est nos taxes et impôts. À une industrie qui a fait 200 milliards de profits en 2022. Le gouvernement du Canada fait des chèques de toutes sortes de façons pour 50 milliards de dollars. C'est pas mal. Imagine si on rapatriait cet argent-là, construisait des logements ou on développe des technologies vertes. On développe des technologies vertes. Ça, c'est concret. Là. Ça crée des emplois, des emplois à valeur ajoutée. Bon, c'est sûr que les gaz à effet de serre, c'est transfrontalier. Puis beaucoup de jeunes nous disent ça. Ouais, mais là, l'indépendance pour les changements climatiques, ça ne va pas changer grand-chose. C'est pas vrai, parce que cet argent-là, on va la rapatrier. Puis le Canada est en ligne encore pour les 15-20 prochaines années à continuer à investir. Même Stephen Guilbeault, là, qui grimpait dans des tours à une certaine époque pour dire qu'il faut en faire plus pour l'environnement, même lui, il donne son imprimatur à des projets comme Baie du Nord, où on va pomper encore du pétrole. Et l'exploration pétrolière au large de Simonac, qui permet ça, lui Stephen Guilbeault, tu sais. Le Canada s'en va directement dans le mauvais sens, s'en va dans le mur. On pourrait, nous autres, développer des technologies, des emplois, devenir un leader mondial. On a l'expertise. On a l'expertise. C'est parce qu'il y a souvent l'argument aussi de si c'est pour l'environnement qu'on ferait l'indépendance, ben qu'est-ce qu'on fait pour les autres? Si c'est pour l'environnement qu'on fait l'indépendance, qu'est-ce qu'on fait pour les autres provinces à côté? Eux aussi, ils ont l'éco-anxiété, peu importe. Mais c'est pas juste une question d'individualisme de faire l'indépendance, mais c'est vraiment de montrer qu'on sait à peu près qu'est-ce qu'on fait. On sait, en fait, pas à peu près, mais plus que... On a tout ce qu'il faut, on a l'expertise pour savoir quoi faire en environnement. On devient les leaders pour pouvoir influencer les autres provinces et les encourager à faire comme nous. Parce que pour l'instant, toutes les provinces, c'est pas mal... Québec versus le reste du Canada. On doit être un modèle. Là. Exactement, de devenir un modèle, comme Rose le dit. Ben, on est un modèle dans plein de domaines. Là, je veux dire, tu sais, moi, je suis souvent fier à Ottawa parce que, tu sais, là, ils parlent de faire des garderies nationales. Un système de garderie nationale. Excusez, c'était comme... ils veulent... mais pour ça, ils vont aller voir des expertises de d'autres. Ils ne viendront pas demander au Québec. Non, je sais, mais des fois, ils disent du bout des lèvres. Tu sais, le Québec, ils ont déjà ça depuis 20 ans. Tu sais, ils ont ça. On est la province du Canada où il y a le plus de logements sociaux. Même s'il y a tant de problèmes de crise de logement, c'est ici. Ils disent même d'ailleurs que à cause qu'on est un peu hot, là, depuis que le fédéral s'est désengagé du logement, depuis 30 ans, que le Québec a développé à sa propre façon des programmes, mais qu'il va y avoir, dans les prochaines années, une migration intra-canadienne qui va faire en sorte de monter les loyers encore plus. Donc, on va payer parce qu'on a été bon dans les 30 dernières années, parce qu'on a réussi à garder un certain équilibre. Là, coup-ci, coup-ça. Mais là, on va payer pour ça. C'est quand même majeur. Puis il y a plein d'autres domaines. On est la province au Canada où il y a le moins de gaz à effet de serre. C'est maintenant qu'on est la plus proactive par rapport à ça. Même si on sait tous qu'on peut faire mieux, mais on est quand même, tu sais. Fait que si on prenait nos ailes le matin et qu'on rapatriait nos impôts, c'est maintenant qu'on pourrait devenir vraiment... Mais il faut expliquer ça aux jeunes. On dirait qu'ils ne savent pas ça. Ben non. Puis je les comprends, tu sais, parce que c'est ça.
sais, c'est ça, on vit dans une ère où, tu sais, faut tout le temps que ça soit le moins compliqué. Tu sais, le monde, tu sais, on des gros trains de vie, tu sais, de plus en plus, puis le temps, pas commence à manquer, mais tu sais, je pense à, admettons, un jeune papa de 30 ans, là, tu sais, qui est comme débordé avec la job, tout ça. C'est sûr que, tu sais, s'il faut comme y rajouter, puis il faut aller y dire, va lire telle affaire, ils iront pas. Puis, tu sais, la parcelle dans Jean Talon, ça a eu cet avantage-là, c'est d'aller voir le monde directement, puis, tu sais, d'en faire, je l'ai fait plusieurs fois du porte-à-porte, puis d'aller voir le monde, tu sais, tu te rends compte, OK, c'est normal que le monde ne prenne pas le temps de voir la politique, tu sais, d'aller voir directement les milieux, puis tu vois qu'il y a comme une responsabilité de plus en plus du politique d'aller voir le citoyen, puis pas juste penser que le citoyen va aller se renseigner par lui-même, tu sais, faut vraiment donner le plus possible nos arguments, puis tout, puis le monde était content de jaser, mon Dieu, de pouvoir parler de leurs priorités, tout ça, tu sais. C'est pas qu'ils ont pas d'intérêt, mais on dirait qu'ils savent pas comment soit le manifester, ou ils ont comme pas le temps, fait qu'il faut comme le faire quasiment pour eux autres, tu sais. Comment le mettre dans l'horaire, c'est difficile, là, quand tu vas cogner à la porte, quand tu t'inclus un peu dans le quotidien, ça se fait bien, mais nous, justement, les moments de campagne, c'est tellement intense, les 36 jours, etc., nous, on ne fait que ça, mais les gens, eux, c'est une fois par 4 ans là, qu'ils reçoivent un coucou dans la porte. Des fois, il y a des lettres de députés ou autres pour tenir au courant, d'avoir justement des nouvelles, mais c'est pas évident. Ils n'ont pas l'énergie, ils n'ont pas le temps. Donc, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut concilier ces moments de fébrilité de campagne et d'inclure ça dans une manière un peu plus constante dans le quotidien pour que les gens ils sentent que l'engagement soit constant sans les épuiser ou voire même être un facteur pour les désintéresser de la politique. Là. Mais tu sais, ça vient un peu avec le coût de la vie qu'on parlait tantôt. Tu sais, quand tu travailles 40 heures semaine, que tu as une maison, déjà là, c'est assez privilégié d'avoir une maison aujourd'hui, tu sais, des enfants à nourrir, genre, t'as pas le temps de faire ça. Puis c'est triste, mais c'est ça, tout le monde est à bout de souffle dans ce système-là. Fait il y a peut-être une réponse aussi à avoir là-dedans. Là. Peut-être si on est capable de, justement, des semaines à 32 heures, 38 heures, etc., d'enlever de la charge de travail, on en a déjà parlé, mais ça pourrait peut-être aider, justement, à l'intérêt politique. Je sais pas, j'ai pas la réponse. Il y avait l'histoire du vote à 16 ans, on en parlait avant. Là. Ça, c'est quelque chose. Pensez-vous que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour les jeunes? Pensez-vous que, au Bloc, on a adopté ça au dernier congrès, le vote à 16 ans. Mais tu voulais en parler, Rose, de ça un peu? Oui, c'était une proposition du Forum jeunesse du Bloc québécois là, qui a été adoptée au dernier congrès, dans le fond, pour faire le vote à 16 ans. Je sais que c'est quelque chose qui avait été adopté aussi en congrès sous le gouvernement Marois par le Parti québécois. Ça a vraiment des incidences directes. Là. J'ai les chiffres ici pour l'Écosse, mais les jeunes qui ont eu le droit de vote entre 16 et 18 ans, en 2014, c'est 80% qui ont voté. Ici, entre 18 et 24 ans, en 2021 au Canada, à l'élection fédérale, c'est 46,7% des jeunes qui ont voté. Donc, vraiment, je pense qu'on a la réponse juste par ces sondages-là. Il faudrait peut-être aller creuser un peu plus loin. Là. Il y a plusieurs partis politiques qui sont pour ça, mais je pense que il y a vraiment un travail en amont à faire auprès des institutions pour intégrer, puis peut-être que le changement de cours de éthique et culture religieuse en citoyenneté va pouvoir contribuer aussi à éventuellement mettre en place ce projet-là pour pouvoir aider les jeunes à savoir à devenir citoyens plus tôt dans leur vie, parce que la citoyenneté, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas juste, c'est entre autres le droit de vote, mais c'est aussi la compréhension, l'engagement envers et avec les institutions. Puis ça, je pense qu'il n'y a pas d'autre manière de savoir tout ça qu'à travers l'école. Donc, moi, ce que tu me dis là, ça m'allume complètement parce que, mais tu sais, c'est ça. Tu sais, on prend le temps d'enseigner tellement d'affaires à l'école, puis les bases de notre société, la démocratie, notre mode de scrutin, comment voter. Si on ne l'enseigne pas, il faut le deviner. Mais on va t'enseigner une panoplie d'autres affaires, dont jusqu'à il n'y a pas si longtemps, tu sais, toutes les religions, ou tu sais, mais il me semble que ça. Tu sais, moi aussi, c'est ça, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire, mais. Il me semble qu'il y a tellement de conscientisation qui doit être faite là, puis de comprendre c'est dans quoi qu'on vit, c'est quoi le système, comprendre les partis politiques, tu sais, notre système démocratique qui est malade, le taux de participation des élections diminue d'élection en élection, le monde ne sont pas intéressés, c'est sûr. Tu sais, de un, on va leur parler une fois aux 4 ans, à peu près, tu sais, dans le sens que, tu sais, les campagnes électorales, même nationales, tu sais, sont couvertes pendant une période d'1 mois, puis après ça, tu sais, oui, on en parle dans les nouvelles, mais c'est là que le gros morceau, le monde suive un peu plus, puis c'est là que les députés vont voir le monde. Il y a quelques exceptions en règle où du monde sont plus présents, mais tu sais, on voit des députés que tu les vois une fois aux 4 ans, puis après ça, pouf, ils disparaissent, puis ils réapparaissent au bout de 4 ans. Mais tu sais, c'est sûr, ça contribue au cynisme. Le monde font comme, ben là, moi, j'ai pas le goût d'aller voter pour quelqu'un, tu sais.
Fait que, Mais c'est surtout les députés fédéralistes, par exemple. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Ouais. Ça, je suis d'accord. Les indépendantistes font pas ça. Non. Jamais, jamais, jamais. Mais je pense qu'il y a un gros rôle de notre système scolaire pour sensibiliser à comment ça marche notre système. C'est pas normal qu'on ait un cours de politique qui arrive juste au cégep si tu vas dans un programme comme Sciences humaines. Si tu fais Sciences Nat, ben la politique, ben tu le découvres par toi-même. Mais il y a une autre affaire que j'aimerais ajouter qui revient à ce que tu disais plus tôt, Denis. Mais il y a une des raisons quand on parle des députés en tant que tels. Toi, par exemple, on t'a croisé à quelques reprises, à différentes reprises sur le terrain. Mais il y a des députés qu'on les voit pas. Il y a peut-être aussi la question de c'est quoi que ça fait un député? Est-ce que c'est censé être tous les jours? Est-ce que c'est censé venir me voir une fois aux 4 ans? Qu'est-ce que vous faites en comité? Nous, on le voit pas. Donc, l'impression que les gens ont des députés, c'est on les voit dans les médias. Quand ils ont envie de se faire élire, ils viennent nous voir, puis ben ils ont un bon salaire, puis ils s'augmentent leur salaire de temps en temps. Tu sais, c'est ça l'image publique. Donc, je pense aussi de savoir un peu c'est quoi le rôle de député. On sait à peu près qu'est-ce que ça fait un enseignant, une infirmière, une infirmière. Donc, c'est de comprendre le rôle entourant ces domaines-là qui fait en sorte que ben on a aussi moins de haine envers ces gens-là. Les députés, c'est des humains, là. C'est pas des personnes qui représentent le malheur du monde entier aussi. Là. Non, mais il y a des députés qui font... tu sais, je vais vous passer des fois sur les réseaux sociaux, il y en a qui font... des vidéos sur une journée dans la vie d'un député. Il y en a qui font ça, qui s'intéressent, qui justement viennent jouer dans cet enjeu-là, là, dire à la population « Hey, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? » Mais c'est sûr que, bon, un député, ça reste quand même... L'affaire de base, c'est de faire des lois. Moi, j'aimerais ça être à plein d'événements dans ma circonscription, mais je peux pas être là parce que je suis à Ottawa, parce que je suis obligé d'être assis là à écouter les conservateurs dire les niaiseries. Mais, je veux dire, c'est fondamentalement, c'est ça qu'il faut... c'est ça, un travail de député. T'es un législateur. Tu votes des lois en fonction de... Toi, tu t'es fait élire sur une plateforme, tu as des valeurs, tu as des intérêts. Nous, le Bloc, on défend le Québec. Fait que, on l'a toujours dit. Bon, mais chaque parti a ses intérêts. Puis bon, la démocratie, c'est ça. C'est que il arrive un projet de loi, puis selon toi, tes intérêts, selon tes valeurs, ben, tu essaies d'influer ce que la loi va devenir, puis l'impact qu'elle va avoir sur les populations. T'sais. Essentiellement, c'est ça. T'sais. Être présent sur le terrain, ça reste la deuxième affaire parce que t'as pas assez de temps pour aller partout, aller rencontrer tous les groupes, aller rencontrer tous les organismes qui voudraient te rencontrer, les entreprises. On essaye, puis on a des horaires de Mongol, mais... Puis je pense qu'il faut qu'on remercie les attachés politiques qui font un travail exceptionnel aussi pour la représentation. Oui, non, tout à fait. Mais tu sais, moi j'aimerais ça, par exemple, on parlait d'école, mais... Ils nous laissent pas rentrer. Moi, j'aimerais ça aller au cégep, aller parler de ça, de ce que je fais. Essaye de rentrer au cégep à Longueuil. J'ai jamais été capable. En campagne, même en dehors des campagnes. Ils ont des groupes politiques, ils ont des groupes de trucs, mais là, non, le député, ça va être partisan, ils ont peur de nous dire. C'est ça, de plus en plus. Mais quand je suis député, je lui dis, attends une minute, moi, je suis député, je suis élu, là. Oui, j'ai des idées pour lesquelles je me suis fait élire, puis je voudrais vous en parler, mais je reste quand même le député de la place. Mais Denis avait totalement raison. Puis il y a l'espèce de... Nous, je sais pas vous, PQ, je sais que vous en avez aussi, mais des cellules étudiantes. C'est tellement compliqué. Puis genre, tu l'as dit, ça varie de région en région, mais c'est incroyable. Les universités, pour vrai, il y a des universités qui sont ouvertes. Je pense à l'Université de Montréal où il y a une cellule étudiante du Bloc, PQ, etc. Tout va bien. Mais l'UQAM... On a créé une cellule indépendantiste parce qu'on n'avait pas le droit, pas le droit, mais à cause du climat, etc., s'afficher, c'était pas une bonne idée. Les cégeps, on peut-tu en parler? Comment c'est difficile de créer une cellule étudiante, même juste indépendantiste dans un cégep? C'est presque impossible de rentrer là. Fait que cette espèce de... On essaie d'être accessible, on essaie d'aller rejoindre les jeunes là où ils sont, dans les institutions scolaires, mais ils nous laissent pas rentrer. Puis puis les bureaux de vote, je sais pas si vous avez vu, mais aux dernières élections, il manquait tellement d'employés pour Élections Canada ou Élections Québec que il n'y avait pas de bureau de vote dans les institutions scolaires. Ça aussi, c'est une chose qui empêche le vote des jeunes. Fait c'est tout ça. T'sais, on essaie d'aller les rejoindre, mais là, il y a cette problématique-là, cette difficulté-là de nous y aller. Après ça, les bureaux de vote aussi, on a discuté à y aller. Donc, ça rend ça un peu plus compliqué. Puis le vote à distance, mettons, quand tu es à l'étranger. Mais je pense que les institutions d'enseignement supérieur, c'est quelque chose pour aller rentrer dans les universités en tant que député ou autre. Mais le travail devrait se faire en amont, vraiment, dès le secondaire, voir qu'on parle de cette période-là de l'histoire, parce que
il y a encore, puis j'ose espérer que le changement du code de citoyenneté là, va pouvoir donner un peu plus de place pour ça. Mais c'est pas par manque d'envie ou d'appétit pour ces sujets-là, mais il y a vraiment les structures qui sont mises en place en ce moment rendent l'engagement, l'implication politique, l'espèce de flamme qu'on ressent tous quand on s'implique pour un projet politique comme l'indépendance du Québec. La passion et l'institution, c'est difficile à mélanger ensemble. On a des barrières, ça rend ça un peu plus difficile. Puis c'est de savoir comment est-ce qu'on peut faire marcher ces deux affaires-là. Puis je pense que justement, parler aux jeunes, il faut trouver un moyen de pouvoir les rejoindre. Les réseaux, ça passe, il y a sa limite. Les écoles, on voit qu'il y a de la difficulté à rentrer des fois. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, justement, tu sais, je pense que Émile va pouvoir un peu plus nous guider en tant que futur enseignant dans quelques années, mais il n'y a pas de solution miracle, je pense. Ouais. Mais tu parlais d'éco-anxiété tout à l'heure, Rose. Si les jeunes sont éco-anxieux, il me semble qu'ils devraient lever leurs fesses puis aller militer au moins dans un groupe environnemental, quelque chose, non? Mais moi, je pense qu'ils le font. Ils le font déjà. Okay. Puis genre, le 500 000, justement, c'est un exemple. Puis je lancerais peut-être là-dessus il faut laisser aussi la place aux jeunes dans les instances politiques de s'exprimer. Puis des fois, je pense que c'est de la faute à personne. Je ne vais pas jeter le blanc à personne, mais arriver autour d'une table où les gens, c'est des anciens députés, où ils ont énormément d'expérience, c'est intimidant. Ouais. Puis, tu sais, je peux même rajouter le fait, genre, d'être une femme, c'est doublement intimidant. T'arrives, t'as 19 ans, t'as ton bagage personnel. Tu l'as dit tantôt, on a toute de l'éducation derrière la cravate et tout, mais ça reste que, tu sais, on est nés dans les années 2000, on les a pas vécu, les référendums. Puis de venir parler autour de la table, ça peut être intimidant. Puis je comprends que pour certaines personnes, venir s'installer autour d'une table de politiciens, c'est raide. C'est la distance qu'on parlait tantôt. Là. Oui. C'est quelque chose. Puis il y a peut-être une écoute aussi à avoir peut-être plus grande de la classe politique en général une ouverture d'esprit. Pour les jeunes. Ben justement, de parler de sujets qui concernent les jeunes, mais aussi de les écouter. Qu'est-ce qu'ils ont à dire, puis de leur laisser la place pour s'exprimer, parce que c'est pas toujours facile dans le contexte politique actuel. Les députés jeunes, il n'y en pleut pas des tonnes à l'Assemblée nationale et à la Chambre des communes. Donc, il y a eu beaucoup de candidats, mais des députés jeunes, il n'y en a pas beaucoup. OK, puis tu penses que ça prend vraiment des députés jeunes pour parler à des jeunes? Mais je pense que ça serait un exemple. Ben, c'est un exemple à suivre, mais je pense pas qu'il faut nécessairement des députés jeunes pour le faire. Je pense aussi que, comme mettons, à l'Assemblée nationale, personnellement, dans le parti où je milite, il y a beaucoup de jeunes, mais mettons, dans la Chambre des communes, je connais certains députés qui sont pas du tout dans la même génération que la mienne, avec qui je m'entends bien. Je pense que c'est une question de comprendre le bagage de l'autre, mais je pense qu'il faut avoir deux perspectives. Quand tu es un jeune qui ne s'est jamais impliqué, ça devient difficile de pouvoir comprendre tout le vécu du 95, etc., puis de comprendre l'expérience ou la manière dont un politicien pense, mais aussi en tant que jeune, un peu plus mature, si on veut, tu es en mesure de comprendre, moi, c'est ça mon point de vue, lui, c'est ça son point de vue, parce que lui, il a grandi dans X, Y, Z conditions qui le mènent à être député dans telle institution, à percevoir le monde sous telle paire de lunettes, mais ça n'empêche pas que tu peux pas dialoguer avec. Donc, je pense que c'est vraiment important de pas démoniser quiconque, puis de comprendre qu'on est tous les deux, on essaye, tous les deux, on souhaite, tous les deux groupes, on souhaite avoir de meilleures conditions de vie. On a juste des manières différentes d'y arriver. Sachant ça, comment est-ce qu'on peut travailler en équipe? Donc, je pense que c'est vraiment une question plus d'intergénération, des enjeux intergénérationnels qu'une question de qui fait quoi, qui ne fait pas quoi, qu'est-ce qu'on devrait faire. Puis c'est pas une question de, comme Rose le dit, c'est pas une question de blanc, mais c'est vraiment une question de qu'est-ce qu'on peut changer dans notre recette pour que ça marche. Puis dans cette mesure-là, la question de la représentativité, il y a beaucoup d'études là-dessus, c'est majeur. Mais d'ici la représentativité, c'est toute une... On peut pas demain matin vouloir un député jeune, c'est comme, il y a différents autres facteurs qui influencent ça. Mais d'ici là, que la députation actuelle, dans les différents partis, ait une conscience de... C'est pas juste un token, là. On veut pas juste des jeunes. On veut des jeunes qui sentent qu'on leur fasse confiance, qu'on comprenne ce qu'ils veulent, qu'on comprenne aussi qu'ils ont eux aussi des paires de lunettes différentes. Donc, si on est dans une position vraiment de bienveillance, d'écoute, de différence,
je pense que déjà là, on pourrait Mhm. changer Mais le rythme de vie est tellement rapide en ce moment que personne n'a le temps de sortir en dehors de sa case puis de faire ce travail-là, de comprendre comment l'autre marche puis comment moi je pense, etc. Moi, je le vis à tous les jours avec mon grand-père parce que mon grand-père, je vais pas mentir, je pense 80 ou 81 ans. Désolée pour pas l'âge exact, mais je suis très proche de lui. Puis en ce moment, il est maire de Saint-Basile-le-Grand. Puis il m'exprimait à un moment donné, il me disait, hey, je vois tous les produits d'hygiène sanitaire réutilisables, la Divacop qu'on connaît, genre les serviettes sanitaires réutilisables et tout. C'est quoi ça? Puis je me suis assise avec lui, puis j'ai montré, puis j'ai dit, regarde, papa, ça ressemble à ça, etc., etc. Finalement, ça l'a fini par, il m'a donné l'ouverture. Lui, il y avait les ressources, il y a l'expérience, etc. Il m'a dit, j'aimerais ça faire quelque chose pour ça. Puis finalement, ça l'a fini. Je pense qu'ils sont subventionnés. Si c'est pas à 100%, c'est proche de 100%. À Saint-Basile-le-Grand. Ça, je pense, c'est une belle preuve d'ouverture. Puis c'est ce qui me dit tout le temps, d'allier l'expérience au capital et au savoir que nous, les jeunes, on a. Parce que nous aussi, on a notre propre forme d'expérience. Justement, l'éco-anxiété, c'est quelque chose que les jeunes ont. Peut-être que les personnes plus âgées ont moins. Fait que, c'est d'allier tout ça. Mais c'est une époque complètement différente aussi. Là, la santé mentale est rendue tellement plus accessible d'un sujet qu'on peut discuter plus ouvertement, alors que dans leur époque, tu as un problème de santé mentale, tu fais juste travailler 2 fois plus fort, puis c'est ça. C'est un peu rough plus tard. Fait je pense que c'est une question de différentes perspectives, mais justement, ton histoire avec ton grand-père, ça démontre vraiment cette ouverture-là de comme l'humilité qu'il faut qu'on aille, de pas savoir, de reconnaître les problèmes, de ne pas savoir, puis de savoir qu'est-ce qu'on peut faire collectivement pour arriver à une meilleure solution. Et tu sais, tantôt, tu parlais, tu dis, ils sont où les jeunes, dans le sens, ils militent-tu vraiment, dans d'autres sphères, tu sais? Mais on regarde les Oui Québec, là, c'est un bon exemple, je pense, de mouvement civil qui a su vraiment comme se transformer. Personnellement, tu sais, moi, Oui Québec, quand j'ai commencé à militer, je connaissais pas vraiment ça, puis au moment où il y a comme la nouvelle administration qui est arrivée, puis ils ont comme tout changé le branding puis le marketing autour, ça l'a explosé par après, puis ils font des gros événements. Puis je pense qu'ils ont réussi comme à trouver la touch pour aller rejoindre, puis je pense qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui militent à cet endroit-là, puis tant mieux, parce que ça rejoint aussi une population qui n'est pas nécessairement la même que les partis politiques, mais qui va quand même toucher aussi, qui sensibilise à l'indépendance du Québec, puis qui en parle, puis qui en fait la promotion. C'est vraiment ça l'objectif. Mais je pense que ça, il y a toute la question aussi de comment rejoindre le monde. Puis je pense qu'ils ont réussi à montrer un peu que c'est du monde pas stressant, bien plaisant, qui sont là pour l'indépendance. Puis c'est ça que je me ramène à ce que je disais tantôt, que ça a l'air gris des fois le parti politique, le militantisme, Puis je trouve que tu as un style, Denis, qui est intéressant parce que justement, tu n'as pas l'air d'un politicien, dans le sens que tu as un style, puis moi, c'est ça que je trouve le fun, puis c'est ça que je veux pas avoir l'air non plus parce que Dieu sait que le monde, des fois, peuvent être intimidés par le politique, mais c'est du vrai monde, ce monde-là. Puis je pense qu'il faut reconnecter aussi avec le monde, pas montrer que tu as les politiciens, puis tu as le monde, tu sais. Il y a tout ça qui fait... Mais l'exemple des Oui Québec est intéressant, puis je pense que Denis, toi aussi, c'est ça qui t'anime. Il n'y a rien... Vous n'êtes pas encadré par des contraintes ou des institutions. Puis tu le mentionnais à différents moments. Toi, la raison pourquoi tu es là, la raison pourquoi tu fais ce que tu fais, c'est l'indépendance. Ah oui. C'est tout. Clairement. Puis quand il y a cette passion-là qui t'anime, tu es en mesure de traverser toutes les frontières. Puis justement, des regroupements... mettons le 27 septembre, c'est ça. C'est vraiment la passion qui nous unit. Puis quand on arrive dans des institutions un peu plus traditionnelles, de conjuguer passion et contrainte, ça devient un peu plus difficile, puis t'ajoutes d'autres facteurs de la vie. Donc là, c'est de savoir, sachant que nos modes de vie ont changé depuis les dernières années, y a-t-il une possibilité qu'on modernise nos institutions pour pouvoir aussi s'intéresser ou s'adapter à la réalité de 2023. Mais oui, Québec, ce qui est intéressant avec ce que vous dites, c'est comment ils ont fait pour aller rejoindre les jeunes, c'est par des événements culturels. La musique, ils ont fait, je ne veux pas me mélanger d'expo, mais ils ont fait justement plein de spectacles où ils mettaient en avant des artistes émergents québécois qui chantent en français. Ils ont fait la même chose par l'art, ils ont fait une espèce d'exposition à Montréal avec rempli d'art. Puis c'est comme ça qu'ils ont réussi à aller rejoindre une classe de jeunes qui n'étaient pas nécessairement intéressés plus qu'il faut à la politique puis à l'indépendance du Québec. Puis ça rejoint aussi ce que tu disais, là, c'est la culture. Ça, tu tombes en plein dans mon sujet. Un de mes sujets de prédilection, tu sais, moi, vous le savez tous, là, je faisais du théâtre avant, comédien, tout ça, machin, puis, tu sais, moi, j'ai vu le politique sortir du domaine artistique. J'ai
j'ai vu les générations qui étaient les générations avant moi quand même, la gang qui a fait élire René Lévesque en 76, Denise Filiatro, le père Gédéon, puis il y en avait plein d'autres, là, Louise Latraverse, puis tout ça, qui ont été très impliqués à l'élection du PQ en 76. Puis à un moment donné, il y a eu comme des affections du milieu artistique par rapport à l'indépendance. Pourtant, je sais que la langue, la culture, c'est la base de ce pourquoi on se bat pour le pays. Là. Il faut se le dire, là, dans 50 ans, c'est terminé. Là. La culture québécoise au Québec n'aura plus. Là. Si on reste dans le Québec, terminé. C'est fin. On va disparaître, on va être une parmi tant d'autres, puis terminé. Fait que, il faut absolument faire de l'indépendance. Ça urge par rapport à cet enjeu-là. Mais là, les artistes, ils n'ont pas l'air à réaliser ça. Ils le réalisaient à une certaine époque, comment c'était important. Aujourd'hui, ils ne le réalisent pas. Bon, comment les stimuler, ça reste un enjeu très particulier. D'ailleurs, dans mon balado, je vais inviter des gens du milieu artistique pour dire, qu'est-ce que vous faites, Simonac? C'est intéressant de savoir justement que toi, au contraire, tu as immigré du milieu artistique pour aller dans le monde politique. Oui. Puis il fut un temps que c'était beaucoup d'artistes qui devenaient politiciens, une tonne. Puis pourquoi maintenant c'est de plus en plus rare? Il n'y en a pas eu tant. Il y en a eu. Il y a eu Macacoto, Pierre Curzi. T'en vois-tu d'autres? Gérald Godin. Ouais, Gérald Godin qui était auteur. Il y avait Daniel Vaugeois qui était historien. Pas Daniel Vaugeois, j'ai oublié son prénom. Le premier ministre de la Culture sous l'évêque Vaugeois. Il s'appelait Denis Vaugeois, je pense. Le député de Trois-Rivières, qui était historien. Il y a eu des historiens, mais il n'y en avait pas de temps. Bon, les gens soutenaient la cause, ça les passionnait. Ben c'est ça, aujourd'hui, ça les passionne moins. Aujourd'hui, ça les passionne moins. Moi, je ne sais pas exactement comment on peut faire. Il y en a des artistes, puis je pense que les Oui Québec nous l'ont prouvé. Ils ont fait un spectacle complet avec des artistes, autant des poètes que des artistes artistiques qui parlent d'indépendance dans leurs chansons. C'est pas leur propre composition, c'est des poèmes, etc., etc. Puis c'est juste que je pense que par le contexte actuel où il y en a tellement qui sont pas nécessairement mis de l'avant, mais il y en a, faut pas les oublier. C'est sûr que la scène culturelle est peut-être moins politisée qu'avant, mais il y en a. Je dirais qu'elle est toujours politisée, engagée, mais peut-être qu'elle s'intéresse pas à se coller, mettons, aux institutions actuelles. Parce qu'avant, c'était ça, les artistes étaient là, c'était pas surprenant. Mais ça, il y a un enjeu. Non, mais c'est un enjeu important, ce que tu dis là. C'est que souvent, les artistes, ils sont plus gênés maintenant de se coller à des partis politiques. Ils sont pas gênés de se dire indépendantistes ou tout ça. Puis encore là, des fois, un peu. Mais de se coller sur des partis politiques, ça se fait plus. On voyait il y a 40 ans, mais ça se voit plus maintenant. C'est problématique, mais dans le sens que je peux comprendre aussi la crainte qu'il peut y avoir aussi. C'est un milieu que, de ce que je comprends, de ce que je vois, qui est instable aussi. Est-ce que tu veux risquer de te faire boycotter par une partie de la population à cause de tes idées? Mais la Saint-Jean-Baptiste est un bon exemple. Là. La dernière Saint-Jean-Baptiste à Québec avec Émile Bilodeau. Ouais, exact. Exact. Non, fait que c'est sûr que... Mais on a besoin de plus. Je pense que s'il y a des vecteurs, justement, du courant indépendantiste, puis qui permettent de véhiculer un peu ces valeurs-là, puis ces tripes-là de l'indépendance, c'est nos artistes. Oui, parce que hier, il y avait un événement... chez Christine Normandin, puis elle voulait faire un événement assez comique par rapport à, comme c'est l'Halloween, les horreurs du fédéralisme. Fait qu'il y avait moi et Alain Terrien, puis on avait recensé toutes des patentes pour les horreurs du fédéralisme. Puis, pourquoi je parle de ça? Oui, c'est ça. Alain, il a fait tout un pitch sur la péréquation, puis les raisons économiques. Mais il l'a admis lui-même. On ne va pas faire l'indépendance pour l'économie, on ne va pas faire l'indépendance parce qu'on gagnerait 1 milliard de plus si le Québec était indépendant. Ça ne fait pas bouger les gens. Ce qui fait bouger les gens, c'est les tripes, c'est la fierté, les émotions, tout ça. C'est ça qui a toujours mobilisé le mouvement indépendantiste. Mais là, on dirait que les jeunes, ils sont pas touchés par cette affaire-là. Mais bon, ça, c'était mon éditorial. Mais je voulais vous amener sur une affaire qu'on n'a pas... C'est vraiment le fun. En date, là, vous êtes vraiment hot. Là. Je ne sais pas si vous réalisez, là, mais c'est vraiment hot ce qu'on est en train de faire. Mais un coup qu'on a dit ça, on a beaucoup dit... Ah oui, ils viennent pas, ils sont pas là, ils s'engagent pas. Ce qui est, bon, c'est pas si vrai. Ils s'engagent pas dans des partis, mais ils s'engagent dans des causes. Mais il y avait un sondage cette semaine. Ah oui, tous vu. C'est ça que je voulais dire. Bon, non, mais il faut qu'on en parle. C'est comme un peu l'éléphant dans la pièce. On dit ça. Bon, il y a un sondage Palace, pour pas le nommer, qui disait que l'indépendance était à 42 % chez les 18-34. C'est d'ailleurs le groupe, puis ça c'est important de le mentionner. D'une part, il y avait 17 % d'indécis dans ce sondage-là. Donc 42 % avec 17 % à prendre encore là-dedans. Et c'est le groupe où l'indépendance est la plus forte. J'ai pas les chiffres devant moi sur les autres groupes, mais je sais pas, t'es as-tu, Rose? Oui, j'ai essayé. Pour les 18-34 ans, c'était 42,9 %. Les 35-49 ans, c'était 31,8 %. Les 50-64, c'est 33,2 %. Puis les 65 ans et plus, qui est plus proche, c'est 40,1 %. Plus proche de quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? De moi, tu veux dire? Non.
Rose, s'il te plaît, j'aimerais ça que. statistique des Bon, 18 je veux bien être proche du peuple puis tout le kit, là, mais là, quand même, exagère pas quand Mais même. c'est ça, puis on est dans l'appui pour l'indépendance, donc vraiment, c'est impressionnant. Là. Je pense qu'on a tous eu le gros sourire aux lèvres quand on l'a lu. Là. Bon, mais OK, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans les 2 dernières semaines? Parce que, tu sais, ça a toujours été, historiquement, vous savez, 18-34, ça a toujours été le groupe qui était toujours à la traîne par rapport à l'indépendance. Tu sais. Là, s'ils deviennent la locomotive de l'indépendance, c'est trippant, hein, là. Ouais. Ben, tu sais, c'est ce qu'on voit un peu en ce moment. Ben, tu sais, personnellement, moi, je le vois au PQ. La grande montée, en tout cas, de jeunes qui arrivent en masse. Puis je pense qu'au FJBQ, c'est ça aussi, dans le sens que de plus en plus, puis j'imagine à QS la même affaire, mais tu sais, ben, votre base est beaucoup constituée de jeunes. Tu sais, ça se réapproprie un peu, peut-être, tu sais, avec toute l'ère Charest, tout ça, probablement qu'il y a eu un désabusement, puis là, que le monde voit qu'il y a eu une opportunité, puis... mais tu sais, parce que oui, c'est des chiffres, mais concrètement, tu sais, c'est impressionnant de voir le nombre de jeunes qui veulent militer. Puis écoute, ça fait 1 mois et demi, je suis président de la jeunesse, ça fait 2 cellules étudiantes qu'on accrédite, une montée aussi de présidents régionaux jeunes aussi qu'on a accrédité, tu sais. Ah ouais? Ça lève la main que moi, quand j'ai commencé à militer en 2019, Tu voyais pas ça? ben, on courait après le monde pour qu'ils viennent Des à rues. l'instant. Mais tu prends ta carte, c'est drôle. sais, mais- Ah non, je m'en vais au bar là-bas. Non, mais tu vois, Ça lève la main bien plus facilement. Puis, tu sais, on fait un événement, puis on a moins besoin de faire de la mobilisation. Ça vient tout seul. Oui. Tu sais, puis Mais- c'est quelque chose de capoté. Oh, Moi, je- oh, Mais intéressant. ça vient tout seul, je sais pas, parce que moi, j'étais là, justement, en 2000... Ben, ouais, j'étais arrivée sur l'exécutif national du Forum Jeunesse, pas comme présidente, mais au contenu, commission politique, début 2020, fin 2019, je me souviens plus exactement. Puis tout le temps, il y avait un président régional jeune, puis la présidence était à renouveler. Aujourd'hui, c'est sur 15 régions de mémoire, il y en a 14 qui sont comblées. C'est incroyable. Mais comment on a fait ça? En l'espace de 4 ans, on a fait des tournées. On est allé les rencontrer Ah ouais. partout. On a parlé aux jeunes, nos réseaux sociaux, on peut tous en parler. On a boosté ça à fond. Désolée pour l'anglicisme, on a vraiment travaillé là-dessus. On a fait du contenu pour les jeunes. Puis encore là, on parle de 42,9% des jeunes qui sont pour l'indépendance. On peut-tu leur laisser une place dans les instances de pouvoir? Ouais. Ces jeunes-là, pour moi, c'est important. Ils ont une voix, ils ont du contenu, ils ont de l'expérience, ils ont un vécu à apporter. On peut-tu leur laisser une place? Mm. Moi, je dis oui, là, en tout cas. Ouais. Tu sais, je vais prêcher pour ma paroisse, puis c'est Vas-y. ça que je suis content au PQ puis au CNJ, c'est qu'on laisse la place aux jeunes. J'ai le privilège de siéger au caucus des députés en tant que président de la jeunesse, puis tu sais, c'est capoté, puis ça me permet de pouvoir donner le pouls, l'input de ce que les jeunes ont sur le terrain, puis voir comment on est capable d'amener certains trucs plus politiques dans nos instances ou amener vraiment le poids des jeunes, qu'est-ce que les jeunes pensent de telle affaire, est-ce qu'on devrait pas plus aller dans telle direction. Fait que je pense qu'il y a comme on se réapproprie ces instances-là, mais tu sais... Ouais. Oui, mais le OK, congrès mais... Non, vas-y. Ouais, ben excuse-moi, après ça, mais le congrès qu'on a eu du Bloc québécois, justement, général, qui a eu un lieu en mai, si ma mémoire est bonne, tu sais, même Yves-François en parlait, c'est du jamais vu, là. Les jeunes occupaient plus de 50% de place au micro. Comment on a fait ça? On leur a donné le courage, l'énergie, les outils, Leur Ah montrer ouais, la voilà. vulgarisation qu'on a Ah. donnée. Moi, j'ai énormément travaillé là-dessus pour qu'ils se sentent confiants d'aller au micro, parce que c'est difficile, on s'entend de parler Exact, devant ouais. 500-600 personnes pour défendre ta proposition. Là. Disons que même moi, tu sais, les feuilles tremblent et tout, là. C'est assez compliqué, mais c'est incroyable, là. C'est du jamais vu, là. Tu sais, le congrès, c'est un très bel exemple. Ben, Puis justement, le parti a laissé les jeunes prendre la place. Tu sais, je reprends exactement mal au bon. On a eu notre congrès jeune au PQ cet été. On a eu au-dessus de 200 jeunes, même dans le temps des années 70, 80, 90, quand ça bougeait, là, puis il y avait des gros mouvements. Il n'y a jamais eu ça. Tu sais, c'est comme un phénomène qui est étrange. Puis même, tu sais, Paul, des fois, tu sais, c'est arrivé qu'on s'en est jasé, il dit j'aimerais ça te dire qu'il y a une stratégie derrière ça, puis non. Le monde lève la main, le Ils monde... viennent. Ils Ouais, viennent. c'est ça. En ce moment, ils viennent. Mm. Spontanément, ils viennent. Puis Ouais. je pense que c'est le cas dans tous les partis comme Oui. même si on n'a pas d'aile jeunesse, justement, on n'a pas ressenti le besoin d'avoir une aile jeunesse parce que on n'a pas en tant que parti politique à laisser les jeunes faire quelque chose. Ils font juste prendre leur place. Puis que ce soit dans les assos régionales, que ce soit partout, on n'a pas besoin de faire une différence entre les sièges parce qu'ils lèvent la main, ils veulent s'impliquer, ils veulent proposer des idées. Puis donc, je pense vraiment que c'est une question de... Il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Donc, c'est d'écouter ça puis de suivre, si on veut, cette vague-là. Ce qui prouve que les jeunes sont impliqués.
Oui. Mhm. Mais donc, OK, mais c'est intéressant. Donc, OK, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, là. Ça va plutôt bien, là. On dirait qu'il y a comme un engouement. On ne l'explique pas. Je comprends bien, on ne l'explique pas trop, mais ça arrive. Les jeunes débarquent, ils ont le goût de parler, ils ont des enjeux, ils veulent parler. Ils veulent s'impliquer dans les partis politiques. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé qu'ils s'engagent dans des affaires, l'environnement notamment. D'ailleurs, as-tu d'autres choses que l'environnement? Mais oui. Les causes féministes, je pense que c'est quelque chose. Oui, les touche, femmes et la politique, ouais. D'ailleurs, je pense que le sondage Ouais. témoigne quand même de quelque chose aussi Ouais. par rapport à ça. Puis je peux te laisser Vas-y, la balle au bon là-dessus. Là. Oui, ben justement, en 2022, le Journal de Montréal mentionnait que c'est 45% des jeunes de 15 à 35 ans, excusez-moi, pour qui l'égalité des genres, c'était une priorité. Puis est-ce qu'on peut s'en parler à quel point c'est important de continuer à la travailler jour pour jour? Puis, tu sais, on parlait de la difficulté, genre, quand tu arrives à une table en étant jeune, de prendre la parole, puis c'est stressant, etc. Mais faut oublier que les femmes en politique, elles sont nouvelles, là. Tu sais, le droit de vote au provincial a été en 1940, puis la première femme qui a siégé, c'est 20 ans après. C'est parce que, je pense, son mari ou son père était décédé. Tout à fait. Donc, c'était même pas parce qu'elle avait été élue, c'est parce qu'il y avait une situation connexe. Puis, le syndrome de l'imposteur, on le vit quand on est jeune, mais on le vit doublement quand on est une femme. C'est quelque chose qu'on doit continuer à travailler. Puis, justement, ça prend des modèles. Tu sais, je pense à Shafika, c'est sa 3e élection. Pour moi, c'en est un modèle. Puis, ouais. Puis je pense que justement, tu sais, il y a de plus en plus des femmes qui prennent la place, puis qui n'hésitent pas à tendre la main pour les autres personnes aussi. Donc, je pense que c'est à travers ces réflexions-là qu'on va pouvoir aller en dehors de nos cercles habituels. Donc, c'est peut-être ça aussi la clé pour susciter l'engagement ou l'engouement autour de la politique, de sortir en dehors de nos cercles habituels, d'aller parler aux femmes, d'aller parler aux jeunes aux origines différentes, d'aller parler aux personnes des différentes communautés, de vraiment de sortir de nos zones traditionnelles. Puis c'est comme ça qu'on va représenter la pluralité du Québec. Puis, tu sais, même dans un gouvernement paritaire, j'ai des chiffres, mais tu sais, dans un gouvernement paritaire, mettons les ministres aujourd'hui, c'est les hommes déposent 25 fois plus de projets de loi, parlent 33 fois plus ils prennent 30 fois plus de place au niveau de la parole, puis ils font des plus longues interventions de 40%. Ah bon? Donc, même quand c'est paritaire, il y a une prise de parole qui est beaucoup plus grande. Puis t'en as parlé aux minorités et les communautés autochtones. Tu sais, j'ai pas les chiffres, mais eux aussi, là, ils ont le droit d'avoir leur place. Là. Tout à fait. Tout à fait. En fait, il n'y en a même pas en ce moment, je pense. Il n'y en a pas à Québec. Oui, il y a la ministre députée de la Côte-Nord. Oui. Jourdain. Je pense que c'est ça. Elle a un nom composé, là. Je ne me rappelle pas son nom de famille, là, mais... Catherine, Oui, je pense que c'est Catherine. Mais c'est ça, on a de la difficulté à savoir son nom. Puis, tu sais, je pense que la déconnexion par rapport à... Tu sais, je veux vraiment pas parler pour eux, mais la déconnexion de la classe politique et les communautés autochtones, je pense que c'est aussi quelque chose à travailler encore une grandement. fois, ils se sentent pas à l'aise dans nos institutions. Comment est-ce qu'on peut respecter leurs valeurs, leurs traditions, puis travailler vraiment en collaboration? C'est vraiment des questions que différents partis politiques se posent en ce moment, d'ailleurs. Autochtones, puis les communautés culturelles. On en a parlé au début, tu en as parlé au début. Moi, c'est un enjeu vraiment important. Moi, j'ai engagé quelqu'un dans mon bureau pour justement amplifier, trouver des stratégies, parler aux gens, savoir où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, où ils se réunissent, leur parler, quels sont les enjeux, qu'est-ce qui les intéresse. Tu ne veux pas leur sauter d'en face, dire, hey, d'autres, on a un projet, mais au moins qu'on puisse leur expliquer le projet. Puis, on comprend tout à fait. Ces gens des communautés culturelles débarquent souvent de pays où ça brasse pas mal. Ils débarquent papa, maman, petite famille. Papa, maman veulent se trouver un emploi, un logement, ce qui est déjà pas simple, et une école pour les enfants, des soins de santé. On les comprend. Nous, on arrive avec un agenda. On dit, regardez, nous autres, on pense que ça sera encore... Le Canada, c'est pas pire, vous avez trouvé ça, vous arrivez ici. On pense que le Québec indépendant, ça sera encore mieux. Mais là, bon, faut que tu te rendes, faut que tu expliques ça. C'est ça. Puis, vraiment, tu l'as bien cerné. Faut t'expliquer. C'est un autre risque à prendre, j'imagine, pour ces personnes-là, déjà là, de quitter quelque chose, d'arriver ici, c'est un risque. Mais là, est-ce qu'on se risque à espérer pire, ou... Moi, je le fais, puis les députés du Bloc, on le fait aussi. Là. Moi, je l'ai fait, les cérémonies de citoyenneté. Là. Je fais la mienne, d'ailleurs, le 4 novembre. L'année passée, il y avait 300 personnes de toutes les communautés. L'ONU était réunie là. On leur donnait des drapeaux, on prenait une photo, un certificat de bienvenue. C'était symbolique, C'était symbolique, ils se sont accueillis par le Canada. Mais moi, je voulais contrer cette propagande-là, disons-le. C'est une propagande. Bon, bienveillante peut-être, mais propagande quand même. Je leur dis, écoutez, vous avez atterri dans un pays qui n'est pas la même, une nation distincte, qui a une autre culture, une autre langue. On aimerait ça que vous embarquiez dans notre aventure. On veut sauvegarder toute cette espèce de vivre ensemble-là. On en parlait, on a des acquis. On n'a pas parlé, par exemple, c'est la place
au Canada où il y a le plus de femmes dans le marché du travail. Puis c'est la place au Canada où la pauvreté infantile est la moins élevée à cause de ça, à cause de Pauline Marois, à cause des CPE, à cause des garderies. Tu sais, c'est un pays progressiste. Mais regardez, si on veut garder cet acquis-là, ils n'ont pas ça dans le reste du Canada, ces acquis-là, il va falloir qu'on se sépare. OK? On va se faire ça simplement, mais on a besoin de ça. Puis, tu sais, quand tu leur expliques, ils comprennent, mais bon, c'est pas simple de se rendre à eux, de communiquer avec eux, mais c'est hyper important. C'est fondamental de faire ça. C'est pas du tout par manque de curiosité. Je pense que oui, c'est ça, il faut trouver un logement, etc., etc. Puis il y a déjà une difficulté. Après ça, s'informer, c'est quelque chose qui est quand même un privilège, là, on s'entend. Mais moi, je suis à la maîtrise en études internationales, puis je dis souvent que c'est plus de 50% que c'est des étudiants étrangers, donc qui n'ont pas la citoyenneté. Puis souvent, tu sais, ils voient mes collants, genre indépendantistes partout sur mon ordinateur, puis il y a une curiosité. Puis je trimballe avec des livres du oui, puis j'en donne, puis je suis tellement contente. Puis c'est wow, j'ai hâte d'apprendre sur l'histoire du Québec, la culture du Québec, pourquoi vous parlez français, etc. Puis, tu sais, c'est riche, là. Oui. C'est un désir de connaître le Québec qui est magnifique, là. Puis c'est un privilège que j'ai de côtoyer autant de communautés culturelles à l'école, à l'université. En tout cas, moi, j'en parle souvent, là, c'est incroyable. Oui, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment un enjeu majeur. Tu sais, on le voit, là, les taux d'immigration en ce moment sont vraiment élevés. Si on veut être capable de générer un vote gagnant dans les prochaines années, il va falloir trouver une façon de parler à ces gens-là puis de les convaincre d'embarquer dans notre bateau, tu sais, qui est un beau bateau. Écoutez, c'est vraiment le fun. Y a-t-il d'autres enjeux qu'on n'a pas soulevés, que vous trouveriez intéressants, qu'on pourrait soulever? Moi, en tout cas, je trouve ça vraiment hot. Là. Je vous trouve vraiment hot. Nous aussi, on trouve pas mal hot. Comme tu le dis, merci de nous avoir reçus. C'est vraiment gentil. Ton écoute, ton ouverture, tout ce qu'on a dit ici, pas mal, je pense que tu le représentes, tu l'incarnes bien. Juste prendre le temps de savoir qu'est-ce qu'on pense, de te poser les questions, de poser ces questions avec autant d'humilité. Je pense qu'il y a vraiment... L'avenir, c'est pas juste nous, c'est aussi toi. Donc, on te remercie pour ton bel accueil. C'est toi qui nous l'offre. Puis je rajouterais peut-être un petit sujet qu'on n'a pas eu le temps de parler, genre la précarité des étudiants puis de nous qui sont autour de la table. Puis je pense que c'est une difficulté supplémentaire à l'implication militante. C'est vrai. C'est sûr, je prêche pour ma paroisse, là, mais Maxime Blanchet-Jonca qui parle de l'annexion des bourses d'études supérieures, ils n'ont pas été annexés à 20 ans. Indexés. Ils n'ont pas été indexés depuis 20 ans, pendant que le salaire minimum est à 7,30 $. Fait que c'est quand même incroyable. Puis, je pense qu'on le vit tous, on s'implique, puis on est très privilégiés de trouver le temps, puis de trouver le capital pour s'appliquer. Ça coûte cher, s'impliquer. Énormément cher. On peut-tu parler du gaz, la nourriture, le logement, etc., etc. On a des ressources pour ça, mais ça coûte cher, c'est du temps. Fait que je pense que c'est important aussi. La crise du logement, ça touche principalement les jeunes. Là. C'est incroyable. Avec des bourses d'études qui ne sont pas indexées depuis 20 ans, on doit se trouver des appartements qui sont 1500 par mois. Pour des 3,5. Pour des 3,5, ça n'a aucun sens à Montréal. Fait que je pense que c'est un petit sujet intéressant à aborder. Tu sais, toute la question de la rémunération des stages, des taux d'intérêt sur les prêts étudiants, tu sais. Mais tu sais, c'est une autre façon de voir aussi que, tu sais, si on était un pays puis on avait tous les moyens financiers, les leviers, tout ça, tu sais, puis tout l'argent, on pourrait aider notre monde chez nous. Tu sais, au lieu, tu sais, tantôt tu parlais c'est 50 milliards. 50 milliards selon le FMI. Tu sais, le Canada investit dans l'industrie pétrolière. Là-dedans, il y a une partie qui est à nous autres, tu sais, qu'on pourrait aider notre monde. Tu sais, moi, c'est ça qui me dépasse aussi. Tu sais, tantôt, tu disais, on fait pas l'indépendance pour l'économie. Non, c'est vrai. Mais tu sais, quand on y pense, c'est beaucoup d'argent, tu sais, à nous autres qu'on investit ailleurs quand on pourrait tellement aider notre monde. Non, mais je dis pas qu'on fait pas l'indépendance de l'économie, je dis que c'est... Non, c'est ça. C'est sûr que oui, il y a pas de gens que... Hey, comment ça va coûter cette affaire-là? Puis il y en a qui ça les préoccupe. Mais c'est un sujet qui soulève moins les passions. Non, on va se le dire, tu sais, quand même. Mais c'est sûr que oui, sur 50 milliards, il y en a, mettons, le quart, là, en état conservateur, que ça vient de nos poches au Québec, alors que nous, on n'a pas de pétrole ici. C'est vraiment qu'on subventionne des Trans Mountain, qui est un pipeline qui part de l'Alberta pour aller dans le Pacifique, pour pomper, pour envoyer du pétrole partout dans le monde. C'est vraiment ici, que ça nous rapporte quoi? Rien pantoute, tu sais. Tu l'as dit, Émile, pour les bourses, c'est encore, tu sais, le Bloc qui s'en va quémander pour avoir de l'argent du fédéral pour que les bourses aient de l'allure pour nos étudiants. Ça n'a aucun sens. On est le seul pays du G7 qui a perdu des chercheurs depuis 2016. Ça n'a aucun sens. Oui, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est pas bon. Hey!
Merci, gang. Eh ben, merci Merci à à toi. toi. pour, Merci. Écoutez, moi, je suis vraiment excité. Je trouve ça vraiment hot. Je suis vraiment honoré, en fait, que vous soyez venu ici puis que vous ayez été si pertinent, si intelligent. Moi, ça me donne beaucoup foi de vous entendre. Le sondage aussi est vraiment intéressant. Moi, je crois en vous autres. Soyez nos porteurs de ballon. Continuez ce que vous faites. Puis on va se recroiser. Là. Je sais qu'on va se recroiser très bientôt. Alors, merci tout le monde.